Madame Priska Brou-Mcho, elle est coach en bien-être mental et émotionnel. Avec elle aujourd'hui, le sujet tel que tu as vécu enfant, tel tu vivras adulte. Elle nous dira tout sur le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, top, c'est parti. Eh oui, c'est parti. Hein. Le sujet, il est clair. Le postulat est là. Tel que tu as vécu enfant, tel que tu vivras adulte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les compétences cognitives que nous avons en tant qu'adultes, dans notre comportement, notre capacité à nous concentrer, à avoir des relations interpersonnelles avec les autres, à gérer nos émotions, tout part de la façon dont nous avons vécu notre enfance. Donc, de 0 à 3 ans, 80% de nos fonctions cognitives s'installent. Donc, quand un enfant n'est pas bien entouré, bien géré, l'environnement familial, les conditions, tout ce qui se passe pendant cette enfance-là va être accumulé par le cerveau. Et c'est à partir de 7 ans, ça se forge, 7 ans, 8 ans, et puis tout le reste de votre vie, vous ne faites que reproduire ce que vous avez vécu dans cette petite partie de votre vie. Voilà. Alors, est-ce que généralement, tel qu'on a vécu enfant, on vivra adulte? On vivra adulte en majorité si on ne se rend pas compte que on doit faire un exercice particulier ou bien un effort supplémentaire pour sortir de là. Parce que si on a vécu dans un environnement sain, les parents nous ont bien encadrés, l'école nous a bien entourés, notre environnement était bienveillant, quand on grandit, il va s'en dire qu'on aura cette expression de ce qu'on a vécu. Donc ça, on n'a pas vraiment besoin de le changer. Mais quand l'environnement n'a pas été sain, la famille ne nous a pas forcément bien encadrés, l'école aussi ne nous a pas vraiment aidé à développer nos compétences, à développer nos dons, à développer nos talents, alors il y a tout un système mental qui va se mettre en place. Je prends l'exemple de l'école. Quand vous allez à l'école et que vous ne réussissez pas, très souvent, vous pensez que c'est parce que vous ne valez rien. Donc, vous grandissez avec ça. Pourtant, vous avez quand même des talents et des dons naturels pour lesquels vous êtes super doué et que l'école n'a pas forcément, ne vous a pas aidé à développer cela. Et donc, vous grandissez, vous avez un manque de confiance parce que vous pensez au zéro que vous aviez eu, mais vous n'êtes pas capable d'exprimer ce pourquoi vous êtes doué. Et après, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas initier des choses, vous ne pouvez pas faire quelque chose de vous-même pour pouvoir vous exprimer, montrer au monde que vous êtes là et que vous savez faire quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on hérite aussi des gènes. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde n'est pas vraiment bien, ou bien tout le monde a le même comportement. Donc, tel que tu as vécu enfant, tu peux grandir. Mais il y a aussi les gènes qu'on hérite de nos parents. Il y a des familles où les parents ou bien les grands-parents étaient dépressifs, qui avaient la probabilité de déprimer ou bien de faire des crises. Ces gènes-là peuvent se répercuter sur les enfants. Il y a aussi des familles... Ah, d'accord. Allez-y, allez-y. Il y a aussi des familles où il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme, des familles qui aiment entourer, qui aiment encadrer. On hérite aussi. Donc, vous avez des enfants qui sont enthousiastes, spontanés, qui font des choses naturellement et qui grandissent également et qui ont cette facilité-là de faire quelque chose, de réaliser et puis, bon, paf, d'exploser. Voilà. On entend souvent dire hein, qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Finalement, on n'est que des déclinaisons de ce à quoi on a été abreuvé. Alors, j'ai envie d'aller à la source et vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans le contenant que sont les enfants ou nos enfants. La première des choses qu'on peut appeler contenant, tout ce dont on a besoin. Vous savez, le sentiment le plus important chez l'homme, c'est se sentir entouré, se sentir aimé. Donc, c'est l'amour qu'il faut donner, c'est l'encadrement, c'est la bienveillance, la positivité. C'est ce qu'il faut donner comme pouce pour qu'un enfant puisse se développer à la base. Donc, si vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un, forcément, il va le reproduire.
reproduit. Je vous ai dit que de 0 à 3 ans, 80% des fonctions cognitives des enfants s'installent. Et donc, dans ces 80%-là, il y a ce qu'on appelle l'empathie qui s'installe, il y a ce qu'on appelle l'attachement qui s'installe. Donc, quelqu'un qui a appris à être empathique, parce que le cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est ce que vous avez mis là-bas qui vous ramène. Il n'invente rien. Donc, s'il y a eu la période où l'empathie s'installait, si l'environnement était bien, cette empathie est là. Donc, il est adulte, quand il y a une situation, il a pitié, il compatit. Mais quelqu'un, au moment où l'empathie s'installait, on le balançait quelque part, on le jetait là-bas, ça ne s'est pas installé, il n'a pas pitié, il ne reconnaît pas. Une personne peut pleurer devant elle ou bien lui, mais ça ne lui dit rien parce qu'il se souvient qu'à cet âge où ça s'installait, lui, il pleurait et que personne ne le consolait. Donc, c'est un peu... C'est comme un cercle vicieux. Et c'est comme ça. Alors, tel que tu as vécu enfant, tel tu vivras adulte, nous, peut-être parents, on devra avoir un bon comportement avec nos enfants, hein, leur donner une bonne éducation pour pouvoir leur permettre de vivre bien enfant et avoir ces répercussions positives là, quand ils sont adultes. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Quel comportement l'on pourrait avoir qui pourrait changer la donne? Parce que ça paraît linéaire. D'abord, il faut se rendre compte que nous, parents, on a été enfants. Donc, on reproduit ce que nos parents nous ont servi. Même schéma. Donc, il y a une déprogrammation à faire. Donc, c'est une prise de conscience. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. Mon papa a fait ça, moi aussi, je dois faire. Pourtant, au moment où le papa faisait, lui n'appréciait pas. Mais aujourd'hui, il reproduit textuellement. Donc, la première des choses, avant même de regarder les enfants, il faut se regarder soi-même. Est-ce que ce que je dois donner à l'enfant, là, est-ce que moi-même, j'en ai reçu? Parce que si on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Donc, on fait ça, on appelle ça la déprogrammation. Donc, vous-même, vous mettez dans un processus de déprogrammation où vous allez commencer à vous entourer de personnes positives. Vous allez commencer à vous donner des affirmations positives. Ça ne va pas être à 100% comme si on vous avait fait quand vous étiez petit, mais vous-même, vous commencez à positiver. Vous commencez à avoir des pratiques positives, des pratiques bienveillantes. Et une fois que vous-même, vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, alors vous pouvez aider les enfants, vous pouvez donner le meilleur à vos enfants. Je prends l'exemple d'un parent pour lequel on n'a jamais célébré d'anniversaire dans sa vie d'enfance. L'anniversaire ne lui dit rien. Donc lui-même, il est jaloux de ses enfants pour dire « Mais pourquoi moi j'ai fêté l'anniversaire? Moi, je ne connaissais pas ça. » Et puis bon, il passe, il continue sa journée. Mais l'importance émotionnelle qu'il y a dans souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, même avec un petit bonbon, vous n'avez pas idée. On ne demande pas de faire quelque chose, mais c'est l'attention particulière ce jour-là de se réveiller et dire à son enfant joyeux anniversaire, que tout ce que tu cherches dans ta vie réussisse. C'est cette émotion-là qu'on garde et qu'on grandit et qu'on peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, la première des choses, nous-mêmes parents, on doit chercher à faire notre point émotionnel, notre checking et voir qu'est-ce qui nous a manqué et chercher à nous en donner. Et s'en donner ne veut pas dire attendre que d'autres personnes nous donnent. Nous-mêmes, on peut le faire. Voilà. Et c'est vrai que vous allez ici nous donner des techniques pour pouvoir pratiquer aisément cette déprogrammation, là, mais pour des personnes qui, on va dire, Dieu merci, n'ont pas forcément d'enfants en tant que tel. Je m'explique par rapport au fait que avoir même un enfant, c'est un processus. Et si on veut reproduire le même schéma, on peut au préalable, pendant l'attente, si on sait que l'enfant est en route, ou on veut avoir un enfant, pendant l'attente, là, commencer à faire sa propre déprogrammation. Donc, comment on mène cette démarche de déprogrammation là, au quotidien, pratiquement? Au quotidien, déjà, il faut d'abord, dans un premier temps, vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a manqué. Prendre la décision de pouvoir combler cette chose-là vous-même. Comment savoir ce qui nous manque? Parce qu'on peut se dire, moi, je suis équilibrée, j'ai fait un bon parcours, peut-être académique, je travaille, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, de mon imaginaire ou de ce que je vois, il ne me manque rien d'apparent, quoi. Ici, très souvent, on regarde ce que nous sommes devenus. On ne regarde pas qui nous sommes. Voilà, parce que dans le qui nous sommes, il y a beaucoup d'informations que nous allons découvrir. On veut faire, être et puis avoir. Mais il faut être fait avant d'avoir. Il y a une nuance. Donc, on pense que quand on a eu une bonne situation académique et qu'on a un bon travail, on est arrivé. L'homme est corps, âme et esprit. Donc, si votre corps a réalisé des choses dont vous êtes satisfait, quand vous vous retrouvez seul le soir au coucher dans votre chambre,
votre âme ou votre esprit vous vient pour vous dire, ah mon ami, tu as bien, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu occupes un bon poste, mais ta vie est minable. Vous-même, vous le ressentez à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc, soit vous êtes un bon travailleur, mais vous n'êtes pas bien en relation conjugale, ou bien vous n'êtes pas bien en relation interpersonnelle, ou bien vous êtes un mauvais patron. Vous avez quelque chose qui vous manque, toujours. Il y a toujours quelque chose qui nous manque, qu'il faut chercher à renforcer. C'est pour ça que quand on part dans les entretiens, on vous demande quelles sont vos qualités. Vous les citez. On vous demande aussi quels sont vos défauts. Donc, si vous avez des défauts, c'est que c'est quelque chose qui vous manque, que vous devez travailler pour améliorer. Donc, voilà un peu les premières choses qu'il faut faire. C'est un checking. Ça, là, ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Vous êtes seul chez vous, dans votre chambre, les informations vous viennent. Par moment, vous vous réveillez le matin, vous êtes contrarié. Vous ne savez pas d'où est venue la contrariété, mais c'est votre âme qui vous parle pour vous dire il y a quelque chose, soit vous aurez dû faire, ou bien vous avez contristé quelqu'un, vous n'avez pas demandé pardon, ou bien vous avez pris quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à vous. Et comme vous êtes allé contre vous-même, votre âme vous parle, parce que c'est toutes ces dimensions de l'être humain qui forment son équilibre. Donc, quand vous n'avez pas d'équilibre, il faut chercher d'où est venu le problème. Souvent, vous pouvez avoir un mal physique, mais qui est psychologique. Vous devez de l'argent à quelqu'un, vous ne voulez pas rembourser. Vous avez toujours des migraines. Ce n'est pas le médicament qui est à la pharmacie qui va vous soigner. Allez rembourser, vous allez voir que la migraine va se calmer. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça dont il faut s'en rendre compte. Malheureusement, quand on parle des gens, on dit ça là, c'est les études chez les Blancs là-bas, on ne connaît pas ça chez nous ici. Mais ces pays-là, c'est les Blancs qui ont envoyé ici. Donc, c'est la même chose. Tout ce qu'ils nous ont donné comme formation, comme connaissance, c'est des choses importantes qu'il faut utiliser. Il faut utiliser, bien sûr. Et donc, on comprend aisément que vous voulez nous dire que nous devons faire cette remise en cause, chercher peut-être le problème en nous. Donc, on peut aussi dire que l'enfance influence eh bien, le caractère adulte. Bien sûr. L'enfance influence le caractère adulte. Quand vous avez été enfant, que vous vous êtes beaucoup amusé, vous avez beaucoup joué. Quand vous êtes adulte, si quelqu'un vous fait une mauvaise blague ou bien au travail, un patron vous parle d'une certaine façon, vous tapez l'œil, ça ne vous dit rien parce que, bon, vous êtes quelqu'un qui a vous avez gardé votre âme d'enfant, vous passez votre temps à jouer, vous avez de bons souvenirs, donc c'est des choses qui ne vous disent absolument rien. Les week-ends, vous vous amusez, vous éclatez, quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez, quand vous vous retrouvez dans un endroit, vous jouez correctement, vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous n'avez pas eu une bonne enfance, on vous a maltraité, vous êtes resté toujours enfermé dans votre coin, vous êtes toujours irritable. Quand vous titillez un peu, vous sortez de vos gonds et vous détruisez tout autour de vous. Donc, voilà un peu des petits exemples que... Il y a des gens, quand on leur demande par exemple, il y a un exercice qu'on appelle le checking émotionnel, quand on demande aux gens de descendre dans leur petite enfance, automatiquement, ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils revivent des choses que vraiment ils pensaient avoir oubliées, mais qui sont là. Et ce sont ces choses-là qui déterminent le comportement qu'ils ont au quotidien. Parce qu'une adversité a créé une décision à cet âge-là, au moment où ça se passait. Et c'est cette décision-là qui conditionne son comportement au quotidien. Alors, coach, vous êtes vraiment très pragmatique avec des exemples. On va en prendre encore davantage. Par exemple, pour des personnes qui ont mené leur enfance avec toutes les influences que les parents ont pu avoir sur elles et qui sont arrivées, par exemple, à l'âge adulte, peut-être de visu, du regard de la société accompli et peut-être de leur choix aussi, ont fermé certaines portes qu'elles ne veulent pas ouvrir dans leur subconscient. Quelle est la démarche que vous leur conseillez pour pouvoir faire le point et régler les choses pour ne pas que ça gangrène le reste de leur vie? Tout dépend de chacun. Si vous fermez une porte et que ça ne vous dérange pas, ça ne vous perturbe pas, ça ne touche pas à votre équilibre, laissez la porte fermée. Mais quand la porte est fermée et que chaque fois, ça vous revient à l'esprit que vous avez fermé une porte, c'est comme un dossier. Si on vous a confié un dossier, que vous avez commencé, que vous ne l'avez pas achevé, vous avez mis ça dans quelque part, l'ordinateur ne va pas l'achever, il l'a gardé. C'est le jour où le patron va vous demander tel dossier. Vous partez, là le dernier point, c'est sur ça que vous allez continuer. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous archivez vos situations. Il y a des portes qu'il faut qu'on ferme dans nos vies.
Mais comment est-ce qu'on les a fermés? Donc, tout dépend de la personne. S'il a fermé la porte, que ça n'influence pas son équilibre, il continue sa vie. Mais si ça l'influence et que ça le déséquilibre, ça le rend malheureux. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a laissé tomber, mais on ne l'a pas fait. Et le fait de ne l'avoir pas fait, le cerveau, lui, garde ça. Donc, il va toujours sécréter quelque chose. Vous avez un comportement souvent que vous ne comprenez pas. Souvent, pour une petite chose, on est dans le mois de février, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accommoder avec une autre personne. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, ils ont vécu une situation difficile, une déception difficile. Donc, ils généralisent que tous ceux qui sont devant eux, là, vont leur faire vivre ça. Pourtant, ils ont fermé la porte il y a 10 ans. Mais ils ont fermé la porte, mais ils ne sont pas guéris, ils ne se sont pas soignés. Et comme ils ne se sont pas soignés, pour eux, tous ceux qui sont devant eux ne sont pas de bonnes personnes. Donc, il y a un exercice à faire. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut se demander pardon, ce qu'on ne fait pas souvent. Souvent, on pense que c'est toujours aux autres qu'on doit demander. Il faut se demander pardon à soi-même. Souvent, vous irritez quelqu'un. Tant que vous ne demandez pas pardon à la personne, vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Ça veut dire, en irritant quelqu'un, vous-même, vous êtes fait mal aussi. Donc, quand vous êtes fait mal, le fait d'avoir cette sensation de mal-être-là, vous-même, vous devez vous demander pardon. Ce sont aussi des solutions pour avoir des issues, pour éliminer carrément ces adversités-là qu'on a vécues dans l'enfance. Si, parce que très souvent, on dit dans notre jargon, quand vous gardez tout ce qui n'a pas été positif dans votre vie, c'est comme un verre de poison qu'on vous a servi, que vous avez bu, et vous attendez que ceux qui vous ont servi meurent. Donc, ça n'a pas de sens de garder les choses par devers vous, parce que ceux-mêmes qui ont fait que vous êtes dans cet état-là, ils s'en fichent complètement, ils évoluent dans leur vie, mais c'est vous qui traînez vos boulets, parce que peut-être qu'à un autre sujet, on aura le temps d'en débattre. Tout ce qu'on fait vient de l'énergie. Si vous réveillez le matin, pour venir à matin bonheur, à 5 h du matin, que vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir cette mine radieuse que vous avez ici. Chez nous, il est 14h25. Donc, si quelqu'un vous a énervé la nuit, quand vous allez venir, tout le plateau va savoir que quelqu'un vous a énervé parce que votre énergie que vous avez pris pour venir est négative. Et donc, dormez bien. Hein. Et sachez dormir. Ne m'énervez pas la nuit. Hein. Allons-y. Bon, nous, ça va. Nous, ça va. Donc, il y a beaucoup de choses dont il faut comprendre l'homme même dans toutes ses dimensions pour voir comment est-ce qu'il faut rattraper certaines choses, rééquilibrer les choses, etc., etc. Justement, comment on peut prévenir certaines carences chez les adultes pendant l'âge de l'enfance même? Quand vous parlez de carences, dans quel domaine précisément? Ben, peut-être les relations avec les autres, la peur, le manque de confiance en soi. Par exemple, le manque de confiance vient du fait que quelqu'un n'a pas de bonnes notes en classe quand il est petit et puis les parents disent « Toi, tu ne fous rien, tu es nul là. Là, tes frères, ils ont 15, ils ont 20. Hein? Tu es parmi les derniers. » Bon, les mots, c'est comme une empreinte digitale. Quand on vous balance ça, ça ne vous quitte plus. Une plaie peut finir, mais les mots qu'on vous a lancés ne partent jamais. Et donc, ça va vous décomposer au fil des années. Et donc, on vous dit que vous êtes nul parce que vous avez 0 en maths, comme moi qui avais toujours 0 en maths. Et donc, quand vous êtes adulte, vous pensez que vous ne connaissez rien. Jusqu'au jour où vous découvrez que vous êtes doué à faire cette belle chose-là ici. Et comme ça, l'idée vient d'abord. Tout se conçoit avant de passer à l'action. Quelqu'un qui conçoit un beau design comme ça, bon, moi-même, là, je ne vaux rien. Il y a toujours 0. Mon idée-là n'est pas idiote même. Est-ce que quelqu'un va aimer? Parce que la confiance a disparu. Donc, il y a ce travail-là de l'environnement qu'on doit pouvoir faire. Il y a l'éducation, même à l'école, on doit pouvoir promouvoir toutes les formes d'intelligence. Il y en a 8, l'école ne prend en charge que 2. 2 et demi ou 3, bon, ça dépend des écoles. Mais les 7 autres, les 6 autres, là, ils sont où? Voilà, quelqu'un qui veut être, comment on appelle ça? Dans l'événementiel, organisateur d'événements. Dites-moi, dans tout le processus scolaire, là, où est sa place? Oui. Il arrive quelque part, il finit les études, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Et donc, c'est tout l'environnement qui nous conditionne, tout l'environnement. Vous ressortez un élément très important dans ce que vous dites, c'est l'orientation que le parent veut forcément donner à son enfant.
C'est ce que j'ai dit au départ, qu'il nous faut faire nous-mêmes un check-in. Parce que ce que nous, on a échoué, on n'a pas pu faire, on veut transporter ça sur les enfants. Bien sûr. Mais pendant que nous, on était petits, on avait des rêves. Quand l'enfant naît, il a ses rêves. Un bébé qui naît aujourd'hui, il a la même dignité que vous et moi. Oui, tout à fait. Donc, quand il est dans le berceau, vous criez là, il y a un grand bruit, l'enfant commence à pleurer. Si vous faites la remarque, dites à un bébé, tu es beau, il va commencer à sourire, à soulever ses pieds. Mais dites-lui qu'il est laid. Vous allez voir comment il va. Ben oui, il comprend. Dès qu'il va vous voir, il va commencer. Même les animaux domestiques. Oui, tout à fait. Les gens qui ne sont pas gentils, bons de cœur, là, quand ils rentrent dans l'énergie. Quitte là. Ça, c'est derrière tout le monde. Mais le chien ou bien le chat, il va grogner sur vous quand ce patron seront là. Non, mais en même temps aussi, parce qu'ils sentent quelque chose. Toutes les personnes qui viennent chez nous, et lorsque les animaux commencent à miauler ou à aboyer, c'est pas dire qu'elles sont de non, mauvais fond. Pas forcément. Sinon, on va commencer à chasser plein. Non, pas forcément. Peut-être on vient avec Mon chien a dit que... Alors, non, mais pas le Madame Mouchot, alors, Madame Mouchot, quel est votre avis sur le comportement, vous qui côtoyez bien les adultes au quotidien, les enfants aussi, quel est votre avis sur le comportement des adultes aujourd'hui? Nous sommes au 21e siècle, en 2021. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est une colle que vous me placez en plein direct à la RTI ici. Non, mais de tout ce que vous observez, de vos conférences, de vos entretiens. J'observe que nous sommes tous des malades. Oui, nous sommes tous des malades. On ne va pas bien forcément. On a toujours une apparence bien, on est bien habillé, on nous maquille. Mais c'est l'extérieur qu'on essaie de préserver. Et comment assainir l'intérieur, donc? L'intérieur, comment l'assainir, c'est ce que j'ai dit. D'abord, se rendre compte qu'on ne va pas bien, demander l'avis d'un professionnel et puis prendre la décision de suivre tout un processus, parce que ça suit un processus. Il faut aller guérir des blessures du passé. Il faut guérir, il faut se rendre compte que tout ce qu'on a vécu là, ça nous a permis d'être ce qu'on est. Donc, on n'a pas à garder rancune, on n'a pas à souffrir de cela éternellement, parce que la vie est faite pour être vécue, comment je peux dire ça? Pleinement. Avec du bonheur. Oui. Avec du bonheur, avec le sourire, avec la joie et tout. C'est vrai que, coach, vous avez parlé tantôt de prendre attache avec des spécialistes. Aujourd'hui, de plus en plus, on a cette discipline-là qui est vraiment mise en exergue, à savoir le coaching dans différents compartiments. D'aucuns diraient que c'est vraiment très occidentalisé, ou c'est de l'opportunité, ou c'est de l'opportunisme même totalement. Donc, comment arriver à les emmener à comprendre que c'est une nécessité? Bon, déjà, moi, je vais dire que moi, j'ai un background que j'ai acquis à l'université Cocody ici. Pas aller quelque part. À Cocody ici, c'est des professeurs noirs, ivoiriens qui m'ont formé. Donc, ce que j'ai appris à l'université, c'est ma base sur ce que j'essaie de transmettre aux autres. Donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai dit. Quand c'est un besoin, quand vous organisez une activité, quel que soit le montant que vous mettez, quand c'est le besoin de quelqu'un, il viendra. Ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire, ils n'ont pas encore trouvé le besoin. Je prends le cas des enfants. Allons-y. Quand vous expliquez aux parents que l'éducation parentale, c'est une compétence qu'un parent doit avoir. Parce que quand un bébé vient dans votre main, en sortant, il n'y a pas une notice qui l'accompagne. Il n'y a pas de manuel du parent. Donc, vous ne savez pas comment on gère. On fait par répétition ce que les parents ont fait, on a observé, on répète. Mais comment on gère un nouveau-né, la psychologie du bébé? Quand un bébé a des coliques, il commence à pleurer. Quand un bébé est satisfait, comment on peut savoir si l'enfant est malade? Il y a des petites choses qu'on apprend en tant que parent. Comment aider l'enfant à se développer, à avoir l'usage de la parole assez tôt, à avoir l'éveil assez tôt? C'est des choses qu'il faut apprendre. Donc, quand vous avez cette compétence-là, alors vous pouvez aider vos enfants à se développer rapidement. Donc, on n'a pas ces compétences-là, on ne peut pas donner aux enfants. Bien sûr, en tout cas. Il faut être décomplexé sur le sujet pour pouvoir demander de l'aide. Cela participe de l'équilibre et de la formation d'une population, d'une génération vraiment très heureuse. Merci beaucoup à vous, chère Madame Brou Mouchot.